Bonjour Anne Parillo. Bonjour. Comédienne, bien sûr, Nikita, César de la meilleure actrice. Et puis, vous avez tourné avec les plus grands. Voici votre premier roman. Et c'est absolument extraordinaire, ça s'appelle Les Abusés. Vous précisez dès la première page, attention, c'est totalement une fiction. Pourtant, votre personnalité est incandescente à chaque mot de ce livre. Oui, bah oui, bien sûr, parce que effectivement, on a, en tant qu'artiste, on a une palette émotionnelle en fait qui nous est propre. Et moi, c'est vrai qu'il y a des données, que ce soit dans mes personnages au cinéma et aujourd'hui dans mes deux héros, où effectivement on me retrouve, c'est-à-dire la violence, la rage, l'authenticité aussi, et effectivement, c'est mes couleurs de ce que je suis. Donc forcément, elle sointe à toutes les pages de ce livre. Oui, cette idée d'avoir été comédienne pour être quelqu'un d'autre. Oui. Oui, parce que je pense que effectivement, c'est un privilège incroyable d'être comédienne quand on se sent pas bien dans sa peau et quand on sait pas se positionner dans la société. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, de pouvoir se glisser dans la peau des autres et de les défendre et de défendre peut-être quelque chose de soi-même à travers eux aussi. C'est-à-dire que le pourcentage fusionnel entre un personnage ou entre un héros et celui qui le crée, finalement, ça reste secret, ça reste privé, mais évidemment qu'il y a liaison entre les deux. Oui, des personnages qui parfois se perdent. Mais j'allais presque dire, et on va parler bien sûr du livre, quelque part comme une nécessité, comme une espèce de chemin qui vous entraîne. Parce que parfois, faut se perdre pour mieux se retrouver, pour mieux se trouver soi-même, en fait. Il y a différents chemins, et que je pense que le parcours de vie, une des réussites d'un parcours de vie, finalement, c'est pas forcément la réussite sociale ou la réussite, c'est la réussite de soi-même, c'est-à-dire partir d'un point et d'avoir su évoluer et avancer sur son chemin pour avoir appris sur soi-même et avoir travailler sur soi-même, et je pense que c'est un des plus beaux voyages. Oui, votre personnage, Adélie, dans le livre, elle dit « Je rêvais de palais ». Et finalement, ce serait aussi des palais de justice. Parce qu'au fond, la justice, c'est quelque part une quête, au fond de soi. Alors, je pense que c'est effectivement pour tout le monde. Moi, il y a quelque chose de viscéral par rapport à la justice. C'est que je pense quand on a vécu des injustices, il y a quelque chose de la rage qui se réveille en vous et qui vous poursuit toute votre vie dans le désir de vouloir rendre la justice, qu'on vous la rendre à vous-même, et du coup, d'avoir ce souci de la rendre vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de tous. Et effectivement, si le destin m'avait pas entraînée à être actrice, d'une part, et puis aujourd'hui auteur, j'aurais voulu être avocate de la défense. J'aurais voulu être cette personne qui défend l'indéfendable et qui essaye de trouver justice et humanité chez les êtres pour pas s'arrêter simplement au jugement primaire et à la condamnation immédiate. Bien sûr que c'est salutaire, la condamnation, et qu'il faut défendre les victimes, ça se discute même pas. Mais pour autant, je pense qu'il faut aller au-delà simplement du premier jugement. Oui, y compris aller dans la tête du bourreau. Oui. Pour essayer oui, pour essayer de comprendre comment le mal a été inoculé en lui et pourquoi son destin à lui est de blesser, de faire mal, d'attenter à la vie des autres ou de violer la vie des autres. Personne ne souhaite ça. Donc finalement, c'est quelque chose qui arrive sur leurs épaules et qu'il est intéressant de comprendre les raisons du mal et de repartir sur les racines et aussi parce que je pense que c'est peut-être la seule façon de couper un engrenage, l'engrenage comme ça de ces gens qui créent des victimes tout au long de leur vie. Parce qu'en fait, c'est peut-être que la compréhension d'abord, le pardon ensuite, est peut-être la seule réponse qu'on peut apporter au mal, ou en tout cas essayer de faire en sorte de lui reconnaître peut-être aussi à lui un statut de victime avant d'avoir été bourreau, ce
qui lui permettra peut-être de conscientiser sa faille, ses blessures, qu'on les lui reconnaisse et qu'il puisse s'apercevoir du mal qu'il crée chez l'autre. Et je pense que tout ça, c'est une question de relation entre les êtres et de pouvoir effectivement endiguer la chaîne sans fin, parce que sinon, on ne fait que juger, condamner, mettre en prison. Et finalement, il y en aura d'autres. Ça sera sans fin, ça va se poursuivre en fait. Oui, ce livre raconte cette passion incandescente, destructrice parfois, entre deux personnages, entre un homme dont son père l'a abandonné, et puis cette femme, Adélie, qui a été abusée par son père dans son enfance. Vous dites, en ouvrant ce livre, je l'ai commencé, vos deux parents, l'un est mort au moment où vous commenciez à l'écrire et l'autre est mort à la fin. Et vous dites, au fond, quelque part, on a l'impression que ce livre était une nécessité pour vous. Oui, elle l'était pour moi, et peut-être que c'est salutaire qu'en fait mes parents ne le lisent pas. C'était pas pour eux. C'était effectivement d'abord pour un cri personnel, mais c'était un cri aussi que je voulais déployer à un niveau universel, parce que finalement on s'aperçoit aujourd'hui... En fait, moi j'ai commencé le roman il y a 6 ans, donc on n'était pas du tout dans ces mouvements de liberté de parole, et aujourd'hui il est concomitant avec tous ces témoignages et qui montrent à quel point on est sur un phénomène historique et sociétal. En fait, les langues se délient et on s'aperçoit à quel point c'est une problématique et du coup de pouvoir universaliser une création. Et je pense que c'est vraiment une des missions de l'artiste ou du créateur, c'est de pouvoir pousser son cri personnel à un niveau universel pour pouvoir être un haut-parleur et partager au nom des autres ce privilège qu'on a, nous, de pouvoir s'exprimer. Et en fait, on s'aperçoit que, et c'est là où c'est intéressant, qu'on connecte avec les gens, qu'on partage avec les gens, et que les gens vous remercient, en fait, de parler en leur nom, de leurs blessures, des choses qui les handicapent. Et c'est là où, pour moi, la mission est remplie. C'est quand, effectivement, on mène son cri personnel à un niveau universel. Oui, personnage il dit, oublié dans les sanctuaires de l'inconscient, les blessures ne guérissent jamais. Oui. Non, je pense que... Alors, là aussi, je pense qu'en tout cas, elle guérissent jamais. Je pense sans aide, en tout cas. C'est-à-dire que, effectivement, on peut exorciser quand on est un artiste à travers son expression artistique. Et sinon, effectivement, on peut faire appel à la psychanalyse et à la psychologie pour essayer de comprendre pourquoi on répète des schémas et pourquoi on est enlisé dans des parcours de vie où on a l'impression qu'on bute contre des murs en permanence. Mais c'est vrai que les blessures de l'enfance sont des blessures, à mon avis, qui déséquilibrent à vie un individu. Oui, s'abandonner pour avoir été abandonné. Ces blessures que l'on ne peut effacer et continuer finalement d'être maltraité. Oui, parce qu'effectivement, c'est le schéma dont je parle, c'est-à-dire que on répète les schémas de notre enfance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les figures éducatives ne vous ont pas construit un socle affectif équilibré, on est donc sur un langage dévié, désaxé, et à partir de là, c'est le langage qu'on connaît, jusqu'au moment où quelqu'un vous dit « mais il est désaxé ton regard ou ton approche ». Mais tant qu'on ne le réalise pas, on perdure dans ces schémas et finalement on finit par être maltraité et penser que c'est presque normal en fait, puisque c'est par là que vous avez démarré, et les gens qui étaient censés vraiment vous apporter tout l'amour du monde, s'ils ne l'ont pas fait, qui va le faire en fait? Et en plus on grandit avec l'idée que c'est de notre faute et qu'on n'est pas aimable. Donc en fait, quand on vous maltraite, après on trouve ça normal parce qu'on se dit oui, je le mérite. Oui, une forme d'autodestruction, oui. Presque programmée, à laquelle on n'arrive pas à échapper, une sorte de destin. Une sorte de fatalité, oui. Mais c'est vrai que il est
Moi, je ne serai plus jamais la même après avoir écrit ce livre, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on n'écrit pas, mais que les choses s'écrivent et qu'il y a tout un inconscient qui débarque sur la page, malgré vous. Et moi, j'ai fermé le livre très, très émue, parce qu'en fait, je n'ai pas écrit le livre que je voulais, mais le livre qu'il fallait. Et c'est là, effectivement, qu'on s'aperçoit que... voilà, je sais plus en fait. Qu'on va vers ceux qui peuvent éventuellement vous détruire. Oui. Donc au fond, on est presque attiré par ça. Oui. Parce qu'en fait, c'est des vibratos. Et on répond à ce qu'on connaît, on répond à ce qui nous est familier. Et effectivement, si c'est la maltraitance, on répond à la maltraitance. Mais je pense effectivement, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense, voilà, il y a quelque chose de fatal, mais... Encore une fois, ça dépend. On a quand même cette liberté en tant qu'être humain de vouloir s'en sortir et de vouloir combattre. Mais encore une fois, le combat n'est pas le plus dur. Ce qui est le plus dur, c'est de réaliser qu'on n'est pas sur le droit chemin. Après, une fois qu'on est sur le droit chemin, il y a de vouloir s'écarter de la vérité qu'on vient de découvrir. Ça, après, on est libre arbitre. Moi, je pense qu'une fois qu'on a pris conscience, ça dépend que de nous si on veut sortir des écueils, en fait. Il y a presque aussi des jeux entre les personnages. C'est cinématographique, cette écriture. Et parfois des inversions de rôle. Dans cet amour destructeur, dans cette autodestruction, peut-être les bourreaux vont devenir les victimes. Parce que c'est des binômes, en fait. C'est un jeu de rôle. C'est des binômes, on s'aperçoit que c'est des rapports de pouvoir et que finalement, est-ce que ce qui se cache derrière le mot amour, ce qui se définit derrière le mot amour et ces attirances qu'on a l'un vers l'autre, est-ce que finalement, c'est pas des pathologies qui se rencontrent et qui se complètent et qui à la fois se heurtent, mais qui à la fois se font vibrer. Et effectivement, c'est des binômes pathologiques, c'est des binômes alors avec des plus ou moins curseurs élevés. C'est vrai que là, dans le cadre du livre, les curseurs sont élevés, mais finalement, c'est une question de réglage, parce que je pense qu'on est tous le soumis de quelqu'un et l'ascendant de quelqu'un à plus ou moins grand niveau. Donc, c'est en ça, je crois qu'on peut se retrouver effectivement dans les personnages, parce que finalement il suffit de se dire, mais si moi j'avais perduré dans cette histoire ou dans cette relation, est-ce que je n'aurais pas été amenée à vivre le destin de ces deux personnes? Donc il y en a qui arrêtent avant, il y en a qui ont la conscience avant, et puis il y en a qui vont jusqu'au bout pour... Il y a presque la mort derrière, y compris d'ailleurs dans les scènes d'amour qui sont presque violentes, qui sont incandescentes, au-delà qu'une porte d'abandon total, jusqu'à une idée peut-être. Qui sont animales. Ouais, il y a quelque chose d'animal. C'est-à-dire qu'il y a une vérité chez ces êtres qui, quel que soit le domaine dans lequel ils évoluent, il y a cette animalité, cette viscéralité, cette violence. Et effectivement, que ce soit dans la relation sexuelle ou dans la relation amoureuse, c'est des êtres qui sont dans cette rage à la fois de vie et de mort, en fait. C'est des survivants. Et donc, ils sont dans cette... effectivement, dans cette incandescence de l'émotion aussi, de cette incandescence de... Parce que je pense que c'est quand on est blessé, pour arriver à dépasser le stade pour ressentir les choses, on a besoin que ça soit dans des extrêmes, on a besoin que ça soit exagéré. Et donc, effectivement, si on part dans des exagérations, dans des excès, on est forcément dans cette violence et dans cette rage du ressenti, de l'émotion, du sentiment, de la sensation. On veut... Et parce que je pense que ça nous permet de sentir la vie, ça nous permet de s'accrocher à la vie, parce qu'il y a quelque chose qui est mort et qui est tué à l'intérieur d'eux, qui est trop blessé, en fait. Dans cette rage, y compris s'il faut s'y perdre, au fond derrière, c'est pas rechercher l'amour, et au fond de dire « je veux aimer ». J'ai besoin, y compris d'ailleurs, de celui qui m'a fait du mal, de dire que je l'aime, que je veux l'aimer quand même. Alors, il y a deux choses en fait, c'est-à-dire que à la fois faut pas, enfin, moi je fais une énorme différence entre la passion et l'amour. Ça c'est une histoire de passion, parce que l'amour justement, on ne rentre pas dans cette
dans ces excès ou dans cette déchéance ou dans cette là c'est vraiment et la passion est un excès, c'est un excès de l'amour, donc c'est quelque chose de désaxé, c'est pas quelque chose d'équilibré, la passion. Et l'autre chose, c'est le pardon, c'est-à-dire qu'effectivement moi, ce que j'aime dans le personnage d'Adélie, cette femme qui subit et cette femme qui accepte énormément l'attitude de l'homme qu'elle aime, c'est qu'elle se refuse au jugement et c'est qu'elle préfère prendre la voie du pardon, la voie de lui accorder de se tromper, de recommencer, d'avoir la foi dans leur histoire et de se battre jusqu'au bout dans la foi que cette histoire peut exister et que cette histoire qui vont pouvoir se rencontrer finalement. Mais voilà, la passion, on sait à quel point elle est destructrice et que finalement, elle n'aboutit pas forcément à l'amour. Ouais. Et derrière, même y compris le mal, ou la perversité, même employant le mot, il y a peut-être aussi une victime, il y a peut-être aussi des causes, il y a peut-être tout ça. Je pense. Que ça, il faut le regarder. Bien sûr. Je pense que de la même façon que j'ai voulu vraiment rentrer dans leur tête, comprendre les fêlures, aussi bien de pourquoi on devient une victime et comment on devient un bourreau. Le questionnement des deux côtés me passionne. Et en fait, ils ont besoin l'un de l'autre, parce qu'un bourreau sans sa victime n'est plus un bourreau, et la victime sans son bourreau n'est plus victime. Donc c'est vraiment des binômes, des associations. Mais c'était quoi votre question ? Mais j'allais dire, votre livre est tellement personnel qu'il en devient universel, quelque part. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Parce qu'effectivement, mon souhait est que on puisse se projeter dedans et qu'on puisse aussi... voilà, il y a beaucoup de questionnements dans le livre. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup il y a aussi toute une forme psychanalytique, psychologique. Et que pour moi, si les gens peuvent essayer de se situer par rapport à eux-mêmes, voilà, c'est ça que vous m'aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement par rapport au bourreau. Effectivement, je pense qu'il est important que, quand on en a les moyens et qu'on n'a pas été trop blessé, trop abîmé, d'essayer d'aller affronter le bourreau sur son terrain pour lui faire prendre conscience de ses blessures à lui. Parce qu'en fait, lui n'est pas forcément conscient non plus du pourquoi il fait les choses. Et aujourd'hui, je sais qu'il existe des confrontations entre victime et bourreau, où la victime explique à son bourreau la douleur qu'elle lui a causée, la blessure qu'elle lui a causée et la souffrance maintenant qu'elle vit. Et le bourreau est en pleurs, parce que d'un seul coup, il a cet être qui lui parle, cet être qui l'humanise en lui parlant, qui lui donne une valeur humaine en lui disant... Je suis sûre que vous êtes capable de comprendre. Je suis sûre que si vous réalisez le mal que vous faites, peut-être que vous allez pouvoir cesser de le faire. Et je pense qu'il y a tout un travail. Alors évidemment, il est titanesque, mais voilà, je trouve que il faut aller chercher derrière la perversion, comme vous le disiez, derrière les perversités, derrière la perversion, il y a des êtres humains abîmés, blessés, souillés, et qui, effectivement, reproduisent le mal qu'on leur a fait, et ils le font aux autres. Comme s'ils voulaient dire, voilà ce qu'on m'a fait, je vais vous montrer ce qu'on m'a fait, et je vais vous le faire à vous. Alors évidemment, après, on tombe sur les victimes qui parfois sont totalement innocentes et n'y sont pour rien. Et évidemment que je compatis, que je suis alliée aux victimes pour en être une moi-même. Donc loin de moi l'idée qu'il faudrait soulager les bourreaux et ouvrir le boulevard aux méchants. Pas du tout. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'une démarche qu'il faudrait effectuer pour endiguer le mal, en fait. Pour apprendre à vivre avec aussi, si c'est possible. Vivre avec le mal ? Oui, avec le mal qu'on vous a fait aussi.
D'accord. Ouais. Oui, c'est-à-dire que le fait de sortir de son carcan, voilà, de juste son regard, de la plainte en tout cas. Moi, je comprends la plainte complètement, hein, mais la plainte en fait n'est pas constructive. La plainte, c'est comme une béatitude de la douleur, et du coup, on n'avance pas, on piétine, et finalement, on ne construit rien. Alors que de vouloir assimiler, assumer et accepter le mal et accepter la douleur qui en découle, effectivement, c'est un moyen d'échapper déjà. Dès qu'on prend conscience des choses, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Merci Anne Parillo. Merci. C'est un livre, j'ai employé ce mot plein de fois, fulgurant, d'une écriture comme ça, comme une urgence, avec des libertés totales dans la façon d'écrire. C'est un livre magnifique, un des plus beaux que j'ai vu de ces dernières années. Ça s'appelle Les Abusés, Anne Parillo. Il faut lire, c'est publié chez Robert Laffont, votre premier livre, Anne. Et vous avez mis beaucoup, 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 vraiment. Ah, oui, je pense qu'effectivement, moi j'ai été traversée par les situations que mon héroïne confronte. Et forcément, je pense qu'il y a une énorme résonance et qu'on parle de ce qu'on connaît, qu'on écrit finalement voilà, quelque chose qui a un écho, qui résonne en vous. Et enfin, je ne pense pas être capable d'écrire sur un thème ou sur une émotion ou un sentiment que je ne connais pas en fait. Merci Anne Parillo. Lisez Les Abusés. Merci. Merci beaucoup. Merci.